Vous écoutez le podcast de Collection Miwa. Alors bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa. Alors c'est un peu une première, on a eu pas mal de photographes français vivant en France dans les derniers épisodes et ce soir j'enregistre à Pointe-Noire en République du Congo. Donc je suis là pour quelques jours pour le boulot, pour une commande de clients et j'en ai profité pour checker un peu sur les réseaux sociaux s'il y avait des photographes qui avaient édité un livre et je suis tombé sur Robert qui fait un travail très très intéressant. C'est un photographe de rue, mais je vais le laisser se présenter. Bonsoir Robert. Bonsoir, effectivement nous sommes à Pointe-Noire en République du Congo. Je m'appelle Robert Nzaou, je suis artiste photographe. Donc ça fait 6 ans que je suis dans la photo, donc je dois avouer que c'est arrivé avec un grand retard pour moi, parce que pour moi ça commence avec la musique. En tout cas, je me suis baigné dans l'hip-hop français, dans le rap français avant de devenir photographe. Et donc mon travail c'est on va dire je suis photographe de rue à la base. Parce que c'est la rue qui m'emmène dans la photographie en fait. Parce que je découvre les grands photographes de rue comme Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Robert Frank. Et donc c'est cette poésie-là qui m'a vraiment touché. Je suis tombé amoureux de cette poésie dans les images. Et voilà, ça m'a aussi rappelé la même poésie dans la musique, dans le rap. Et donc pour moi, voilà, l'amour que j'ai pour le rap, c'est je pouvais retrouver tout ça dans la photographie aussi. Et donc voilà. Mais après, bon, je me suis lancé aussi dans la mise en scène, portrait et tout. Donc c'est pas seulement la rue, mais voilà, je fais un peu de tout maintenant. Tu as quel âge Robert ? Je suis né en Kaï, ici en République du Congo, en 1976. Donc je sais pas ce que ça fait. 45, voilà, c'est ça, 45 ans. Bon, moi j'en ai 40, alors on a un peu discuté tout à l'heure avant d'enregistrer et ce que j'adore c'est que on est quasiment de la même génération, on va dire à un quart de génération près et on a grandi un peu avec les mêmes influences. Donc tout à l'heure on parlait, alors sur le podcast de Collection Miwa on parle photo, on parle édition, mais on n'est pas fermé et on peut aussi parler un peu musique. Donc on a grandi avec les mêmes artistes en musique. Donc tout à l'heure on parlait de I.Am, Funky Family, NTM. Comment t'as découvert le rap ? Qu'est-ce que t'as aimé dans cette musique ? Déjà à l'époque nous on était d'abord dans le rap américain ou encore la funky américain ou soul. Voilà, donc on écoutait la musique américaine, c'était en anglais. Et donc tout d'un coup, parce qu'à l'époque c'était Black Power avec comment tu appelles le groupe américain là, Public Enemy, voilà. Donc c'était Public Enemy, de la soul et tout ça, mais c'était en anglais. Et donc voilà, donc on aimait la batterie, on aimait voilà les samples, on aimait les voiles et tout, mais à la fin on comprenait rien en fait. Et tout d'un coup est arrivé ce mouvement en France, ce mouvement de rap en France, où on pouvait finalement écouter les paroles, tu vois. Donc, on a mis un peu le rap américain de côté. Finalement, on s'est mis dans le rap français parce que là, on pouvait comprendre ce qu'il disait. Et puis, bon, on aime la langue, voilà, le jeu de mots, les rimes et tout. Donc, on découvre tout ça. Et moi, je trouve que c'était très intelligent. C'était des artistes, en fait. Donc ils étaient animés par cette envie de jouer avec les mots, cette envie de faire passer des messages, mais pas vraiment à la con, tu vois. C'était des trucs réfléchis, c'était des trucs bien, et moi et mes amis et les autres, on s'est retrouvés dedans. Donc voilà, on a finalement découvert MC Solar, Funky Family, I.Am, NTM, voilà. Donc c'est cette école-là finalement qui nous a vraiment bercé.
Alors si je parle musique ce soir, c'est aussi parce que quand on suit ton compte Instagram, qu'on regarde un peu ton travail, on sent une forte influence de la rue, comme tu le disais avant, c'est la rue qui t'a emmené à la photo, et vraiment ça se sent. Je vous mettrai le lien du compte Insta dans la présentation du podcast, et franchement ça vaut le coup, allez jeter un œil, et de très belles photos de rue du Congo. Tu peux nous parler un peu de ton parcours, ce que tu as fait comme études, ce que tu as fait dans la vie et ce qui t'a amené à la photographie. Alors tu dis il y a 6 ans, donc finalement tu avais 39 ans, c'est clair que ça arrivait tardivement. Tu as fait quoi avant alors? Déjà, moi, je viens d'une famille, mon père était enseignant, donc très strict et très traditionnel, tu vois. Donc mon père, il voulait que tout le monde ait son bac, la licence, voilà, master, doctorat, tout ça, tu vois. Donc il y avait vraiment pas d'art à la maison. Euh, on a découvert tout ça dans la rue. Et voilà, donc c'était pas prédestiné, on va dire, pour nous, voilà, pour moi personnellement, de devenir artiste un jour. Donc c'était pas vraiment, voilà, c'est pas encouragé d'abord, d'ailleurs, c'est pas encouragé dans nos familles. Et donc voilà, je découvre la musique, c'est dans la rue, comme on a dit, le rap, c'est la rue aussi. Donc voilà, je découvre le rap, la musique. On se baigne dedans, on veut devenir des rappeurs, voilà. Mais au fond, en réalité, on veut raconter des histoires. Et donc, c'est cette envie-là de vouloir raconter des histoires, mais aussi représenter le quartier. Encore, parce que le rap qu'on écoutait, voilà, on nous parlait de Sarcelles, Seine-Saint-Denis, Marseille, Villeneuve, Saint-Georges, voilà, des villes qu'on ne connaissait pas, mais avec la musique, on se disait qu'on était là-bas. On pouvait, voilà, si on pouvait parachuter là-bas, on pouvait savoir réellement où se trouve la rue, c'est ici, rue, c'est là, tu vois. Et donc, c'est toujours cette envie de vouloir montrer ton quartier sous un bon œil, cette envie de vouloir montrer aux autres là où tu vis encore ce que tu aimes. Et donc, c'est ce qui nous a emmenés dans le rap. Et donc, quand je découvre la photographie, je me rends compte que c'est la même chose. Déjà, moi, je viens d'un pays où la photo, c'est, on n'a pas une tradition de photographie. C'est pas comme les Maliens, les Sidibé et tout. Voilà. Nous, on n'a pas ces grands photographes là. Donc, on n'a vraiment pas une tradition de photographie. Et donc moi, je me suis dit, mais il est peut-être temps qu'on essaie de montrer aussi là où on vit. Et donc de la même manière qu'on le ferait dans la musique, et c'est la même manière que je me suis lancé dedans. Donc dans la rue, j'essaie de montrer mon quartier, j'essaie de montrer ma ville, j'essaie de montrer mon pays, j'essaie de partager ces moments que je vois qui sont parfois insolites, parfois voilà, très poétiques, parfois ou encore très difficiles à digérer aussi parce que il y a tout ça dans la rue. Donc c'est vraiment cette envie de vouloir raconter ce qui est autour de soi. Et je trouve que la photo, elle fait ça très bien. D'ailleurs, de manière très simple, parce que ça ne demande pas une équipe. Donc moi, je mets mon sac au dos, j'ai mon appareil photo, je mets au travail, je trouve que c'est plus facile. Et donc voilà, c'est vraiment cette envie de vouloir raconter ce qu'il y a autour de soi. On revient un peu sur ton parcours. Donc j'ai vu que tu étais en fait, j'ai regardé sur Google, j'ai fait photographe Pointe-Noire, il y en avait pas 50. Donc là, ça démontre ce que tu dis, que la photographie au Congo, c'est pas encore quelque chose de trop répandu. Donc je tombe sur un article qui parle de toi et j'ai lu que tu étais parti en Afrique du Sud et t'avais un petit peu commencé, t'avais fait tes armes là-bas. Tu peux nous parler un peu de ton parcours en Afrique du Sud? Donc déjà, c'est comme j'ai dit avec mes parents, c'est vraiment les études, c'est très important. Et donc nous sommes en 98, 96, 98 après mon bac. Ici au Congo, on connaît notre première guerre civile. Euh, voilà, donc il y a une année blanche après année blanche, année blanche après année blanche. Donc et rien ne marchait. Les écoles étaient fermées pendant vraiment une longue durée. Et donc mes parents, ils ont trouvé qu'il faut peut-être trouver un moyen de m'envoyer dans un autre pays pour que j'aille finir mes études. Et donc c'est là où je sors finalement du Congo et je me retrouve en Afrique du Sud, au Cap, où je fais mes études de marketing management à l'université du Cap.
Et donc, voilà. Donc, c'est là où je passe près de 12 ans en Afrique du Sud sans rentrer au pays. Donc, c'est là où j'ai presque grandi là-bas, on va dire. Mon adolescence et tout, voilà. Donc, je passe beaucoup de temps là-bas. Je finis mes études, voilà. J'arrive pas à avoir un boulot là-bas parce que, voilà, il y a pas mal des antécédents, mais bon. Et donc, voilà, je sais pas quoi faire. Bon, j'étais dans la musique, c'est vrai, mais après, il y avait la pression à la maison, il fallait que je rentre à la maison, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Je rencontre ma femme là-bas et voilà, voilà, je commence à travailler là-bas aussi en tant que photographe, mais mon cœur était toujours au pays. Et donc, après un moment, je me dis, bon, écoute, je dois rentrer. Parce que je me disais, j'ai travaillé en Afrique du Sud aussi en tant que photographe, mais moi, je savais que c'était au pays où le travail, il fallait que je travaille au pays. Parce que déjà en Afrique du Sud, ils ont vraiment des grands noms. Ils ont des grands artistes, peintres, photographes. Vraiment, c'est une culture qui est déjà établie là-bas. Et donc, moi, je me disais toujours, il faut que ça soit de même chez moi. Il faut que je rentre, voilà, essayer de travailler un peu, pour voir si on peut aussi chercher à établir une tradition artistique chez nous ici. T'as fait quoi comme photo en Afrique du Sud? En Afrique du Sud, c'était les photos de rue. Et puis j'ai aussi commencé à faire des mises en scène, euh, des images un peu surréelles, voilà, créer un peu des mondes un peu étranges. Mais le grand travail que j'ai fait là-bas, c'est beaucoup plus l'apprentissage. C'est là où je comprends vraiment la lumière. Je comprends comment la lumière marche, comment la lumière peut vraiment embellir une image ou encore donner de la force à une image. Les ombres, les couleurs, c'est là-bas où vraiment je m'applique sur tout ça. Euh, voilà. Pour moi, le travail que j'ai fait en Afrique du Sud, je le considère comme de l'apprentissage. Alors, on parle de street photo, mais comme tu le dis, il y a aussi pas mal de mise en scène. Il y a deux, trois images qui m'ont bien plu sur ton compte, notamment une avec un matelas sur la plage. C'est de la mise en scène ou c'est une opportunité et pareil, il y a une baignoire sur la rue à un moment. Tu nous parles de ces images? Euh, c'est la folie des artistes, on va dire. Non, non, c'est des mises en scène. C'est des mises en scène. C'est des images comme ça qui défilent dans nos têtes. On s'est dit, pourquoi pas essayer de les mettre en scène et puis voir ce que ça va donner. Cette image, par exemple, le matelas au bord de de la mer, c'est la série s'appelle L'amour au féminin. Et donc, j'ai voulu raconter un peu comment les Congolais définissent l'amour, ou encore comment on perçoit l'amour, et comment on pense les autres nous perçoivent, nous voient comme amoureux ou bien, voilà. C'est vraiment autour de l'amour, mais en même temps aussi, il y a ce côté surréel que j'aime bien, le, le surréalisme, ce mouvement que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de montrer un peu parfois des mondes où on se dit mais normalement le matelas ne doit pas se retrouver au bord de la mer, tu vois, à la plage, et des moustiquaires à la plage, voilà. Donc j'ai envie de raconter une histoire d'amour, mais en même temps aussi je me dis bon, mais euh, on va essayer un peu de, voilà, de créer un monde qui peut susciter un peu la curiosité, un monde qui peut faire voyager, tu vois. Donc c'est des mises en scène, j'aime bien ça parce que je trouve que ça m'emmène vers le court métrage. Parce que quand tu regardes mes séries où j'ai fait des mises en scène, c'est vraiment, euh, comment dire ça, c'est comme si c'est des scènes d'un film. Donc ça, vraiment, ça s'enchaîne. Et je me dis, c'est peut-être ce que je veux faire dans les années à venir.
Voilà, des courts-métrages comme ça, où c'est à la base ou encore au commencement, c'est des scènes de photographie, mais qu'on peut enchaîner et finalement avoir des courts-métrages, peut-être de longs-métrages aussi. Alors, t'as une autre série qui me plaît bien. Alors, pour la petite histoire, là, ça doit être la 6e ou 7e fois que je me rends à Pointe-Noire et je crois que je suis jamais venu sans qu'il pleuve au moins une fois pendant mon séjour. Et moi, ça me rend dingue. Mais toi, t'en tires parti et t'as toute une série sur les flaques d'eau. Tu nous parles de cette série ? Je suis très curieux. Déjà, il y a un photographe quinois, un photographe congolais de la RDC qui avait fait un travail sur les flaques d'eau à Kinshasa. Ce travail est très populaire. C'est lui qui m'avait inspiré en fait. Il s'appelle Kiripi Katembo, un grand photographe congolais, malheureusement qui est mort, vraiment une mort précoce. Il avait fait une série sur les flaques d'eau. Je crois qu'il faut aller jeter un coup d'œil. Je me souviens à l'époque, c'était exposé à... je me souviens pas trop des grandes salles là-bas en France, mais Fondation Louis Vuitton ou bien un truc comme ça, voilà. En tout cas, dans des salles très prestigieuses à Paris. Et donc, à l'époque, j'étais en Afrique du Sud. Donc, voilà. Je vois, c'était sur Le Monde ou je sais pas, en tout cas dans les journaux français. Et je n'ai jamais oublié, je regarde ces photos, je ne comprends pas ce que c'était, tu vois. Donc, je retourne mon laptop, mon ordinateur pour comprendre comment il est arrivé voilà, à faire ce travail qui est encore surréel. Et moi, j'adore bien ce côté. C'était vraiment, voilà, c'est un travail que il faut que vous allez jeter un coup d'œil. C'est un grand, en tout cas, c'est lui l'inspiration derrière tout ça. Et donc, encore une fois, moi, je suis en Afrique du Sud, donc je me dis, tiens, il faut que je rentre. Il faut que je rentre parce que quand je regarde son travail, je vois le quartier, tu vois. Et ce sont les mêmes réalités, plus ou moins. Et donc, voilà, c'est lui qui m'a vraiment inspiré. Et donc, je rentre au pays. Et donc, je commence à voir ces flaques d'eau. Et voilà, je commence à regarder, je commence à voir vraiment un autre regard sur les flaques d'eau. Parce qu'avant, on se plaignait, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ceci. Tout d'un coup, tu vois, il y a quelque chose d'autre dedans. Et donc, tu vois tout ce monde qui défile dans ces flaques d'eau, c'est magique. Et à côté de cela, il y a aussi ces poubelles, voilà, ces déchets sous l'eau qui donnent un côté comme un ciel nuageux, comme un ciel étoilé parfois, tu vois. Donc, c'est un travail où moi, j'aimerais bien montrer l'insalubrité, oui, parce que en fait, c'est le fruit de tout ça. La raison pourquoi on n'a pas ces flaques d'eau, les mêmes flaques d'eau dans les autres villes ou dans les autres pays, tout simplement parce que ce ne sont pas les mêmes réalités. Kinshasa, c'est comme Brazzaville, c'est comme Pointe-Noire. Donc, ces mares d'eau là, c'est pas seulement que de l'eau, les sachets plastiques, tout ce qu'on, voilà, on jette, et tout ça quand il pleut, finalement, ça crée un monde qui est magique. Donc c'est une façon de montrer le quotidien, mais encore avec un côté un peu, je trouve, un peu magique, un peu artistique. On vous emmène dans un autre monde. Un monde qui paraît imaginaire, un monde qui paraît lointain. Mais c'est la réalité, c'est pas aussi loin. Alors je voudrais retourner un petit peu dans la rue à Pointe-Noire. Alors, dans mon expérience personnelle, j'ai beaucoup de mal à photographier dehors. Je me fais souvent engueuler. Et ça doit être à cause de ma tête de bon français. Comment ça se passe pour toi quand tu fais toutes ces photos de rue? Parce que quand je vois ton compte Insta, il y a pas mal de photos où on voit bien que ce ne sont pas des photos volées. Les gens ont bien vu que tu les photographiais. Tu te fais engueuler comme moi et tu t'en fous? Ou non, ça passe mieux? Parle-moi un petit peu de cette expérience de photographe dans la rue.
Moi ici, vraiment, c'est impossible de travailler pour moi. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas seulement ta tête de français, mais c'est tout le monde en fait, parce que ça fait partie de, on va dire, la culture. Parce qu'on n'est pas un pays où le tourisme marche. C'est pas un pays touristique. Par exemple, moi, j'ai travaillé au Cap. Personne ne t'emmerde, hein. Ils sont tellement habitués à être photographiés. Il y a tellement de touristes autour, il y a tellement du monde, et c'est tout ce qu'ils font. Tac, 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 tac. Donc, voilà, les Sud-Africains, ils sont habitués, tu vois. Le seul moment où ils vont vraiment se demander, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quand tu t'approches vraiment d'eux. Voilà. Mais si c'est une scène que tu prends une photo, il n'y a pas de problème. Mais ici, on n'a pas cette culture. Il n'y a pas le tourisme ici. Donc, voilà. Ailleurs, je crois que la loi, ou encore, on encourage même les touristes de prendre des photos. Parce que ça fait partie de, voilà, c'est la promotion de la ville, la promotion du pays, blablabla. Bla, bla. Mais ici, ça n'existe pas. Donc même moi, même moi qui suis congolais, au début, c'était difficile même pour moi. Voilà, les gens me disaient, non, attends, tu vas aller vendre tes photos là, la magie noire, voilà. Après, qu'est-ce que tu vas faire avec ces photos? Nous, on ne veut pas être ensorcelés. C'est vraiment des histoires, c'était difficile à comprendre, mais en même temps aussi, il faut respecter voilà, il faut respecter les gens. S'ils veulent pas être photographiés, moi, je voudrais pas être photographié non plus. Sauf si, voilà, je suis à l'aise, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un plan serré, tu vois. Si c'est ouvert, bon, je me dis, il n'y a pas que moi dans la scène, ou encore, il doit photographier autre chose. Donc, au début, quand j'arrive, effectivement, je me trouve devant ce problème. Je me souviens, mes premières photos, je les shootais au niveau du hip, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que je mets la photo au niveau de la taille ici, et puis je prends en cachette, tu vois. Mais après, je me suis rendu compte que ça peut pas aller. Parce que il faut comprendre comment les mentalités marchent ici. Il faut aussi comprendre son appareil. Savoir composer les images rapidement. Je dirais, il faut les prendre avant de les prendre, en fait. Donc, il faut déjà... j'ai fait un grand effort de comprendre mon appareil photo, d'abord. En tout cas, c'est parmi voilà, les choses qu'il faut comprendre. Tu comprends ton appareil photo, mise au point, tout ça, tout ça. Donc, tu sais plus ou moins quand tu fais ça, ça déclenche et tout. Et la deuxième chose, c'est que tu peux pas te cacher. Donc, moi, il m'est arrivé que je prends une photo, voilà, où ce n'est même pas une scène où c'est ouverte, mais carrément, je viens vers toi. Je viens te shooter, comme on dit. Et la personne, finalement, elle regarde derrière pour voir mais qui elle a pris en photo, lui. Il a du mal à croire que tu peux être aussi courageux que ça. Donc ça demande, lorsque les gens se rendent compte que finalement tu es là avec eux, tu ne caches pas l'appareil photo, tu les prends en photo, et quand ils se fâchent, tu vas vers eux. Non, il m'est arrivé des disputes, et j'essaie d'expliquer, j'essaie de leur montrer un peu ce que je fais. Je leur explique, écoute, le travail que je fais, c'est un grand travail parce qu'on a besoin de documenter les temps que nous vivons. Parce que dans 10, 20, 30 ans, on doit être à mesure de montrer à nos enfants, nos petits-fils, ce qu'on était, Certains comprennent, mais il y en a qui ne comprennent pas. Ils me disent efface, efface, efface les photos, efface, s'il te plaît. Donc, c'est un travail où avec le temps, tu comprends que tu peux faire ça avec une bonne intention. C'est ce que je me dis aussi, c'est un peu spirituel, je pense. Quand ton intention elle est bonne, la plupart des cas, moi, j'ai pas de problème. Tout à l'heure, tu me parlais presque d'un devoir que tu ressentais, de devoir immortaliser tout ça. Et c'est clair qu'il n'y a jamais autant eu de photos prises
que de nos jours. Avec le numérique, tout le monde a un téléphone dans sa poche avec un appareil photo, et j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu aussi peu de photos imprimées et de choses qui restent, et j'ai l'impression que c'est aussi un peu le travail d'un photographe que d'immortaliser et de laisser ces documents aux générations futures. Et ça va me permettre d'enchaîner sur ton bouquin. Donc tu as fait un livre, et comme on le disait tout à l'heure, il n'y a que les photos imprimées qui resteront. Tu peux nous parler un peu de cette intention d'édition ? Donc déjà, en tant que photographe de rue, euh, surtout en tant que photographe de rue, on se retrouve avec des centaines d'images. Parce que moi, quand je travaillais vraiment à fond, j'allais dans la rue tous les matins et tous les soirs. Donc très tôt le matin et un peu, voilà, on va dire, coucher du soleil, je suis aussi dans la rue. Donc à la fin, voilà, sans blague, c'est des centaines d'images. Et donc, même quand j'ai la chance d'exposer, maximum 20 images. Et donc les autres images, je me suis dit, si jamais on les imprime pas, elles vont mourir. Elles vont mourir, personne ne les verra. Et moi, je suis pas de ceux qui pensent que les disques durs, c'est, voilà. On peut dépendre au disque dur à 100%. C'est la technologie, on ne sait pas quand ça va cracher, voilà. Et donc, après 5-6 ans de travail, déjà ici au Congo, on n'expose pas tout le temps, on n'a pas assez de galeries, on n'a rien, voilà. Donc si t'es pas exposé à l'Institut français du Congo, bon, franchement, je sais pas où tu vas exposer. Donc, on a des images, on a des images, on a des images, on a des images. Et quoi faire avec toutes ces images? Dans les réseaux sociaux, tu peux poster, mais mon disque dur. Et donc, je me suis dit, si jamais je publie pas un livre, j'ai juste eu les sentiments, comment dire ça, l'impression que si je le fais pas, ces images-là, mais moi, je vais les oublier. Et donc, la seule façon de donner vie à ces images, c'est de les mettre dans un livre. Et donc, là est née l'idée, il faut les mettre dans un livre. Bon, dans un livre, moi, je suis à Point-Noir, ici au Congo. Rien ne se fait sur place, voilà. Donc, comment y procéder, comment y arriver, voilà. Toutes ces questions défilaient dans ma tête. Et donc, j'ai un ami qui est infographe. Et donc, on s'est assis, voilà. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai des images, mais il faut que ces images-là soient immortalisées. Et la seule manière de le faire, c'est les mettre dans un livre. Donc, tu crées, voilà. Je suis allé en ligne, en fait, pour regarder quelles sont les maisons d'édition. Mais quand tu regardes en ligne, tu n'as pas vraiment les informations que tu cherches. Parce que j'ai vraiment l'impression que les grandes maisons qui font les livres et tout, ils sont pas trop visibles dans le net ou dans les réseaux sociaux. Souvent, ça se passe voilà, de bouche à oreille par rapport à ceux qui ont déjà travaillé avec eux. Voilà, ils parlent, voilà, ils font passer voilà, le message aux autres. Donc, c'est pas... J'ai galéré pour trouver voilà, une maison qui peut me faire un livre à des prix, bon, bien sûr, voilà, pas trop cher. Et donc, voilà, donc je regarde en ligne, je regarde. Bon, je retrouve quelques maisons, mais comme on disait avec Julien, c'est un minimum de 500 exemplaires, voilà. Et donc, je me dis comment je vais y procéder. Je trouve que 500 exemplaires, c'est trop cher parce que d'abord, je peux pas... on est autour de 3 000, 5 000 euros. Donc, je peux pas voilà, investir tout ça. J'ai pas tout ça pour investir. Et donc, je trouve une maison qui imprime sur commande. Donc, voilà. Donc, ça, c'était carrément la solution. Je me suis dit, bon, écoute, je n'ai rien à perdre. Tout ce que j'ai à faire, c'est la conception. Et donc, voilà, c'est là où est venue l'idée. Et donc, dès que je commence, déjà, je me rends compte qu'il y a une demande pour ça. Et effectivement, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y a rien. Donc, d'abord, pour les habitants de Point-Noir, ils trouvent que c'est génial. Ils n'ont jamais un document, en fait.
qui montre la ville, qui montre les gens qui vivent, qui montre les rues. Rien du tout. Et donc, voilà. Donc, je commence avec une petite commande de 10 livres. Et dès que les 10 livres arrivent ici, voilà, vendus sans problème. Et donc, je refais une autre commande. Voilà. Donc, c'est comme ça que finalement, ça commence. On est obligé de faire les choses petit à petit. En fait, quand tu parles de maison d'édition, tu parles plutôt d'imprimeur, non? Exactement. Ouais. Alors, on n'a qu'un micro, donc il vient de dire exactement. Et t'as essayé de trouver un éditeur donc qui édite ton livre, où toi tu n'as rien à payer, il s'occupe de tout et il te verse des droits d'auteur. T'as essayé de te passer par ce système ou non, pas du tout? Ce système, ça nous ramène encore à la musique parce que déjà en Afrique du Sud, moi j'avais un label indépendant de musique. Donc moi j'ai vite compris que je n'ai vraiment pas besoin d'un éditeur pour faire tout ça à ma place. Moi je me dis que je connais plus ou moins les gens qui aiment mon travail. Et voilà, je me dis, c'est des choses qu'on peut faire seul. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais sauf si tu trouves un partenaire qui comprend ta vision. Parce que jusque-là, tu as affaire à des vitrines, en fait. Tu as affaire à un site internet, voilà, tu remplis les formulaires et tout, tu envoies. Et souvent, moi, je me retrouve pas trop dans leur façon de faire. Voilà, donc dans le rap, c'était la même chose en fait. On était obligé, j'avais un studio, voilà, on enregistrait nous-mêmes, voilà. On faisait le marketing nous-mêmes et puis on vendait nous-mêmes, quoi. Et donc, dans les livres, c'est un peu cette philosophie-là qui me suit encore. Ça va peut-être changer, parce que plus tu as un grand marché, bon, c'est un peu difficile, voilà, de faire ça tout seul. Donc l'auto-édition était vraiment un choix pour toi. Quel est ton public? Tu trouves un public local? Bon, mon public, on va dire, il y a deux sortes de publics, s'il faut les appeler comme ça. Le public qui aime mon travail, qui l'adore d'ailleurs, qui est sur place ici, mais un public qui n'a pas les moyens pour me soutenir. Parce que jusque-là, si je vends pas les tirages, je vends les livres ou encore on me publie dans des magazines où je suis renuméré aussi et tout et tout. Donc c'est un public qui me suit, qui me soutient, mais qui n'a pas les moyens pour me soutenir ou encore pour acheter ce que je vends. Et puis il y a un autre public qui est en majorité expat. C'est un public qui adore mon travail aussi et qui ont les moyens pour l'acheter ou encore pour me soutenir. Et ce sont les mêmes, voilà. Et puis j'ai un public qui grandit en Europe aussi, en France, en Suisse, en Allemagne, Hollande, États-Unis aussi. Voilà. Le public, on va dire, il y a vraiment un grand public sur place ici. Il commence à comprendre un peu ma vision, il commence à comprendre ce que je fais et il commence à apprécier ce que je fais. Mais voilà, on est aussi confronté par la situation économique qui fait que l'artiste doit aussi vivre. Et donc, heureusement pour moi, j'ai un autre public qui est à mesure de me soutenir voilà, en achetant les œuvres et tout. En fait, on l'a pas précisé, mais du coup, Robert a choisi l'auto-édition et l'impression à la demande, ne pouvant pas se permettre d'imprimer, tu disais tout à l'heure, 500 exemplaires au prix que ça coûte. Et on se retrouve avec des tarifs de livres qui sont assez élevés, ce qui est d'autant plus problématique pour ton public, j'imagine.
Alors, je voulais aborder un sujet tout à l'heure avant de parler d'édition et j'ai complètement zappé, donc on va l'aborder maintenant parce que tu viens d'en parler vite fait. Quelle est la place de la photographie au Congo aujourd'hui? Aujourd'hui, la place qu'occupe la photographie au Congo, on va dire la photographie, elle est là. Parce qu'on va pas exclure le côté commercial. C'est aussi la photographie. Je crois que la photographie, elle est présente. On y voit les photographes partout dans les quartiers, en train de prendre les photos, de livrer pièces d'identité ou encore les événements, mariage, anniversaire, euh, quoi encore qu'ils font. Voilà, en fait, ils sont là, les photographes. Ils sont là, mais ils sont pas dans, excusez-moi, ils sont pas dans l'art. Ils sont pas dans le reportage nécessairement. Mais ils sont vraiment dans l'immédiat. Et comme j'ai dit, on peut pas les exclure quand on parle des photographes. Je crois que ils font partie voilà, du paysage photographique aussi. Mais quand on veut parler d'art, c'est là où vraiment on n'est pas nombreux ici au Congo. Je crois que il y a un autre photographe que j'aime bien aussi, un Congolais de Brazzaville, Baudouin Mwanda, il s'appelle Baudouin Mwanda. J'apprécie son travail. Voilà, lui, il travaille euh, plus dans reportage et art. Moi, je suis, on va dire, exclusivement dans l'art. Mais personne d'autre. Même peut-être qu'ils sont là, mais on les connaît pas encore. Ou encore, ils se sont pas encore imposés dans la scène artistique. Tu disais tout à l'heure, tu as fait des études en marketing pour faire plaisir à papa et à maman. Qu'est-ce que disent papa et maman aujourd'hui de Robert, photographe? On va dire, bon, comment je peux dire ça? Parce que mon père est décédé pendant que j'étais en Afrique du Sud. Euh, donc, je dois dire que si je suis devenu photographe aujourd'hui, c'est peut-être parce que mon père n'est pas là. Parce que s'il était encore là, on avait tellement, bon, j'ai encore beaucoup de respect pour lui et puis d'estime et tout ça. Je sais pas si j'allais insister sur, voilà, sur l'art, devenir artiste. Ma mère, au début, bon, elle se plaignait aussi parce que je gagnais pas de pain, tu vois. Au début, bon, elle me disait, mais écoute, tu me parles de photographie, photographie, mais après, il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu aies une famille, il faut que voilà, quoi. Ce qui va avec. Donc, tu peux pas me parler d'un métier qui ne, voilà, qui ne paye pas. Donc, mais maintenant, ma mère, elle est contente, elle est, voilà, elle est contente. Je la prends en photo aussi, elle est fière, donc voilà, ça marche. C'est ça, les mamans, faut les flatter, les prendre en photo. Je devrais faire ça aussi. Alors cette interview n'a ni queue ni tête parce qu'on parlait d'édition, après on parle de la place de la photo au Congo. Et puis on va continuer de parler un peu de la place de la photo au Congo. Tu m'as aussi dit que tu exposais beaucoup à l'international. Comment tu en es venu à exposer à l'international? C'est par le réseau des expatriés ou explique-nous un peu. Je dois dire que les réseaux sociaux, ça marche bien pour moi. Parce que je me souviens, la première fois que j'expose en Europe, c'était avec World Press Photo. Si tu connais, ouais, World Press Photo. Je fais partie de leur database parmi les photographes qu'ils ont dans leur répertoire. Et donc, voilà, ils avaient une exposition en Allemagne, je pense, Allemagne. Et donc, ils voulaient que l'Afrique soit aussi représentée. Et donc, je crois qu'on avait soumis quelques photos, quelques trucs et tout. Et donc, j'ai eu la chance d'être sélectionné parmi les photographes africains.
Donc, ça commence là-bas. Et puis, l'exposition, je crois qu'elle veut voyager aux États-Unis, à New York. Et donc, j'ai continué mon parcours là-bas. La même expo, je crois, est allée au Ghana aussi. Et donc, déjà avec ça, la visibilité, voilà, ça commençait, les gens ils commençaient à se demander, mais c'est qui ce gars et tout. Et donc, je commence à me faire un petit nom comme ça, mais même avec eux, ça commence, voilà, je crois que c'était Instagram ou Facebook, je me rappelle même plus. Mais en tout cas, c'est via l'internet, via l'internet. Maintenant, bon, les gens me disaient toujours, il faut que tu sois exposé en Europe, tu vois, les gens voilà, me disaient, mais pourquoi tu n'es pas exposé en Europe, voilà, voilà. Et je rencontre un ami, bon, il est devenu ami, mais je le rencontre sur Facebook. Donc, il découvre mon travail. Il a un ami à Paris qui a une galerie, la galerie RZ. Je ne sais pas si tu connais. Je crois que c'est parmi, si peut-être même, bon, la seule galerie qui vraiment représente les photographes français, africains, j'allais dire, à Paris, avec Olivier Sultan. Et donc, voilà, finalement, ils m'ont approché pour me dire, écoute, nous, on aime ton travail, on voulait bien te représenter à Paris. Et donc, c'est comme ça que cette aventure de Paris commence. Et voilà, avec la galerie, finalement, voilà, j'ai eu la chance d'exposer au Festival d'Arles, Arles 2019, je crois que c'était 2019. Oui, et ben voilà, et puis juste comme ça, les gens ils commençaient à tourner autour de mon nom, autour de mon travail. Et donc c'est comme ça que finalement, voilà. Alors ça j'adore parce que Robert il arrive, on est dans mon hôtel là, Robert il arrive avec son petit Bermuda tranquille, l'air de rien, très humble, et puis il annonce comme ça qu'il a fait Arles, il est exposé à Paris en galerie, mais en fait tu sais qu'il y a pas mal de photographes qui enviraient ce parcours. Moi je trouve que être photographe, bon on va dire artiste, africain en ce moment, je crois que c'est le moment idéal, je trouve. Parce que déjà, tous ces préjugés-là qu'on avait des artistes africains ou des photographes africains, je crois qu'ils ont jeté tout ça dans l'eau. Je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde un travail d'un artiste africain, voilà, c'est un autre regard. Je crois qu'il y a le respect qui se dégage, voilà, c'est un travail qui est bien fait, c'est un travail qui peut être comparé avec les autres artistes de partout dans le monde. Donc je trouve que le moment, nous vivons un moment où l'art africain est au top. Et j'ai la chance voilà, de faire partie voilà, de ce petit moment où tout marche bien pour les Africains. Au moins, voilà, on nous respecte, voilà, c'est même le mot que je cherchais. Et encore, quand tu viens du Congo-Brazzaville où on n'est pas nombreux, forcément ça aussi ça aide, je pense. Voilà, donc je crois que c'est un mélange voilà, de tout ça. Alors là, je te rejoins tout à fait parce que ça fait à peu près 12 ans que je voyage en Afrique pour des clients et je vois l'évolution de l'art africain et il y a toute légitimité à être présenté sur la scène internationale aujourd'hui. Puis quand on voit ton travail, si on regarde pas le petit portrait là qu'il y a sur Instagram, on n'a aucune raison de se dire c'est un artiste africain. Non, t'es un artiste point barre quoi, c'est tout. Et oui, t'as toute légitimité à l'être. Alors, comme je disais tout à l'heure, cette interview est complètement décousue. Je viens de penser, là, je sais pas pourquoi, à une autre série qui m'a bien plu et qui est très en raccord avec la période que nous traversons. Alors, pour ceux qui écouteront le podcast plus tard, on est en mars 2021, ça fait un an qu'on vit masqués, à avoir peur les uns des autres. Beaucoup de photographes, moi y compris, on essaye d'éviter les personnes masquées sur les photos parce que en fait ça nous embête.
On n'a pas envie d'avoir ça dans notre travail alors qu'on le vit au quotidien. Toi, tu t'es dit non, moi je vais faire des séries avec des gens masqués. Tu nous parles de cette série? De toute façon, on va pas dire que j'ai choisi parce que voilà, un matin comme ça, on est sans masque et le lendemain, voilà, on est tous masqués. Et quand tu travailles dans la rue, voilà, donc c'est le paysage que je retrouve. Donc j'ai pas vraiment le choix. En fait, j'ai pas choisi ce paysage. C'est voilà, je me suis retrouvé dans la rue comme je fais souvent. Et malheureusement, on est masqué, on est éloigné l'un de l'autre. Ah, voilà, c'est la peur, ces masques-là, c'est beaucoup des mots. La peur, vigilance peut-être. Euh, c'est pas beau, mais ça fait partie du quotidien. Et en tant que photographe de rue, on n'a pas le choix. On est obligé de voilà, de montrer ces images. On essaie de montrer un côté un peu, voilà, un côté un peu, pas trop reportage, tu vois, un côté un peu artistique, comme ça, bon, ça est là, mais il n'y a pas que ça. Donc, ben oui, je suis d'accord avec toi, si tu peux pas ajouter quelque chose dessus, si c'est vraiment pour nous montrer des masques, alors là, même moi, même moi, je suis pas intéressé, hein. Mais moi, franchement, je dis non. Mais voilà, il faut qu'il y ait un côté, un autre côté, voilà, qui nous montre quand même, malgré nos masques, on est encore humain. Et il y a la vie autour, malgré les moments qu'on vit. Et donc, voilà, le travail, pour moi, c'est toujours accentué sur l'environnement autour. Comment les gens s'habillent, comment les gens bougent, comment ils marchent, comment... Donc c'est le masque, finalement, si tu fais pas attention, ça devient comme secondaire. J'ai pas voulu voilà, faire un reportage de l'UNICEF ou je sais pas quoi là. Donc ça n'a rien à voir avec voilà, le masque. Non, non, non. C'est plutôt la vie continue. C'est peut-être différent, mais elle continue. On va quand même reparler un petit peu de ton livre. Comment tu fais vivre ton livre? Donc tu en avais fait une première commande de 10 exemplaires. Donc je rappelle, impression à la demande. Je crois que tu m'as dit tout à l'heure que tu en avais recommandé. Et comment tu le fais vivre au quotidien pour le promouvoir, pour en parler? Tu me disais aussi que c'était difficile d'exposer sur le Congo, mis à part l'Institut français. Donc ouais, comment tu le fais vivre? Déjà, c'est comme j'ai dit avant, mon public, j'ai la chance d'avoir un public qui me suit déjà avec les tirages. Ils achètent les tirages, voilà, ils me suivent partout, ils savent ce que ils me suivent en fait. Et donc déjà avec mes 10 tirages, c'est sur commande, donc j'ai déjà la liste des gens. Donc pour beaucoup, je les appelle, voilà, j'ai leur contact, je les appelle pour leur dire voilà ce que j'ai envie de faire, voilà là où je suis, regardez ce que je peux faire et tout et tout et tout. Donc déjà avec les 10 premiers livres, j'ai pas eu de difficultés parce que je suis allé directement à mes clients, voilà, ceux qui connaissent déjà le travail, qui adorent le travail et sans hésiter, voilà, ils ont adhéré à la démarche, ils ont adhéré, il n'y a pas de souci. J'ai fait quelques trucs sur Facebook et tout. Bon, je connais c'est juste pour leur dire, écoutez, votre frère a sorti un livre, tu vois. Mais je n'attends vraiment pas, voilà, grand chose, tout simplement parce que, voilà, c'est sur demande et donc c'est cher. Et donc lorsque ça arrive ici, avec le courrier et tout, donc c'est vraiment cher. Et donc voilà. Donc ça commence vraiment avec les clients que j'ai déjà, qui me suivent, qui me soutiennent, même en Europe aussi, ils ont acheté les livres. Maintenant, bon, eux, ils en parlent dans leur cercle et tout, et puis ça avance comme ça.
Maintenant, pour mon public ici, encore, on a un problème de bibliothèque ici, donc on n'en a même pas. Sinon, je prenais quelques livres. Finalement, je finirais par déposer quelques livres dans des bibliothèques pour que voilà, ceux qui ne peuvent pas l'acheter peuvent au moins voilà, aller le découvrir. En fait, cette question, elle a pour but, on a pas mal de photographes qui écoutent le podcast. En France, quand tu sors un bouquin, il y a pas mal de moyens de diffuser ton livre. Après, ça reste pas facile parce qu'on est nombreux. Mais la question avait pour but, en fait, enfin là, pour but de voir un peu comment ça se passe dans un pays comme le Congo pour diffuser un bouquin. Donc tu me dis qu'il n'y a pas de librairie au Congo. Si maintenant quelqu'un qui ne te connaît pas, comment il peut tomber sur ton livre? Il n'y a que les réseaux sociaux qui puissent faire ce travail? Ouais, jusque-là, je pense que les réseaux sociaux, ça marche bien. J'ai eu beaucoup de retours. Les gens, ils sont fiers de moi, ils sont contents qu'il y a un livre maintenant. Voilà, donc la nouvelle, voilà, ça circule. Ça circule, mais on n'a pas de réseau, on va dire, traditionnel. Voilà, des endroits où tu peux aller, voilà, tu parles du livre, voilà. À l'Institut français encore, ils essaient. Mais voilà, il te faut être dans la programmation, voilà, c'est tout un processus, tout ça. Et donc, voilà, si c'est pas les réseaux sociaux, comment tu vas le faire? Donc, il faut, voilà, il faut peut-être arriver à des méthodes comme on faisait dans la musique, où tu vas dans un rond-point, tu t'installes et puis, voilà, tu fais découvrir ton travail. Mais je crois que ça va être facile pour moi de le faire quand je serai à mesure d'imprimer 200, 500 livres. Voilà, comme ça, c'est sûr que le coût sera moins aussi, et puis j'aurai beaucoup d'exemplaires. Je pourrai peut-être trouver des méthodes, voilà, pour faire valoir le livre, aussi le faire découvrir au public. Ouais, parce que finalement, toute la problématique réside dans le fait d'avoir du stock et de financer ce stock. On a tous le même problème, mais Voilà, donc c'est pas seulement de financer le stock. Une fois que tu as financé tout ça, il faut faire écouler le stock. Et donc, tu peux pas faire écouler le stock si le message ne passe pas. C'est difficile de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la chose. Et donc, c'est à deux, voilà. Faire financer le truc. Oui, tu arrives voilà, à collecter les fonds. Voilà, tu fais venir 500 exemplaires, ce qui est très bien. Quand ça arrive ici, maintenant, voilà, il faut faire connaître le produit. Et donc, il n'y a pas assez de réseaux déjà établis. Il n'y a pas d'accompagnement voilà, pour faire tout ça. tout à l'heure, là, je partais d'ici là de l'hôtel et je me rendais à l'école française. Alors, je ne connais rien à Pointe-Noire, mais le fait que ce soit la 6e ou 7e fois que je vienne, donc je ne connais pas le chemin. Il y avait un magasin Concept Store. Je suis passé devant vite fait en taxi. J'avais l'impression qu'ils vendaient pas mal de trucs. Qui seraient susceptibles, par exemple, de prendre ton livre si t'allais les voir, parce que j'avais l'impression qu'ils vendaient pas mal de trucs différents. Oui, il y a pas mal de boutiques qui, qui vendent parfois exclusivement des produits faits au Congo. C'est des petites boutiques un peu spéciales. Ils vendent, voilà, non, ils vont le faire avec plaisir. Mais il faut que j'arrive pour le moment, c'est vraiment des petits nombres que je fais venir. Alors quand je fais venir 15 livres, il y a déjà une queue, voilà, il y a des gens qui veulent ça, qui veulent da. Et puis avec le coût aussi, c'est quand tu passes par une boutique, forcément, il faut que tu leur donnes un pourcentage. Et donc, j'ai aussi peur que le livre finalement coûte trop cher, que personne ne peut l'acheter à la fin. Parce que la boutique, elle va prendre, voilà, une petite marge. Et puis à la fin, donc, on va y arriver. On va y arriver une fois que on peut avoir quand même un grand nombre d'exemplaires. Oui, mais bien sûr, on va déposer des livres dans ces boutiques un peu spéciales. Et il n'y a pas de raison que ça marche.
Ok, merci Robert. On va terminer cette interview. J'ai juste encore une petite question à te poser. Je te laisserai conclure. La question, je l'ai posée à pas mal de photographes et j'aime bien parce que c'est souvent assez rigolo et la question est-ce que tu te souviens de la toute première photo que tu as prise? Alors pas forcément depuis 6 ans où tu te considères comme photographe, mais même si c'était enfant avec un appareil photo vite fait, mais la toute première photo que tu as prise. Euh, je me souviens de la première photo où je me suis dit, c'est sûr que ça va cartonner cette photo, tu vois. C'est la toute première. Pour moi, je me disais que la composition était top, tout était en place, tu vois. Maintenant, quand je le regarde, j'ai dit, oh, mais merde. Tu vois, et c'était dans le quartier, il y avait un petit qui passait avec un t-shirt noir, où c'était écrit I love France. Voilà, j'adore la France. I love France. Et à côté de lui, en fait, dans la rue, quand il y avait une poubelle derrière lui. Et donc, pour moi, tu vois, en tant que débutant, je me suis dit, ah, ça doit sonner, ça. Tu vois, j'adore la France, et puis derrière, c'est la merde, tu vois. Ouais, mais voilà, mais quand je regarde la photo aujourd'hui, je me dis, ah, écoute, j'ai déjà pris la photo, il faisait 11 heures au midi, tu vois, déjà l'heure à laquelle je prends la photo, c'est pas... Donc la lumière, voilà. Et puis il y avait tellement de trucs derrière qu'à la fin, on se rend même pas compte du t-shirt que le petit portait. Il y avait tellement de petits détails qu'aujourd'hui, je crois que je composerais mon image peut-être mieux. Mais en tout cas, il y a une image qui m'a fait connaître. C'est, en tout cas, c'était parmi mes premières images aussi. Euh, je l'appelle Johnny Walker. C'est un peu ma signature, tu vois. Ce sont des gens qui marchent devant un fond. Euh, Cette image, lorsque j'organise ma première exposition, et donc la galerie avec laquelle je travaille à l'époque, il me dit non, nous on prend 50%. Bah, écoute, moi je suis débutant, je me dis mais merde. Parce que moi j'allais vendre mon image voilà, à un certain prix qui était bas. Mais comme lui il me demande 50%, je me suis dit non, moi je veux avoir mon argent que... Et donc du coup, l'image a doublé de prix. Et à l'ouverture, au vernissage, l'image est partie. À ce prix-là. À ce prix finalement, 2 fois que le prix que moi j'envisageais. Et donc c'est là où finalement je me suis rendu compte que je peux vivre de ça. Je peux vivre de ça. Parce que si quelqu'un peut me donner cette somme pour un tirage, c'est qu'il a quelque chose dedans. Donc, il y a cette image que j'aime bien, c'est Johnny Walker. Et voilà. Quand cette image-là est partie, c'est là où finalement je me suis rendu compte que, ouais, tu peux vivre de ton art. Alors, je suis en France, en Allemagne, en Espagne, à Londres. Est-ce que je peux commander ton livre en ligne? Ouais, le livre, il est disponible, mais bientôt il va être, comment on dit ça? C'est un nombre de tirages limité. Et donc, il faut se dépêcher. Il est disponible en ligne dans mon site internet, robertnzao.com. Robert Nzao, c'est Nzau, robertnzao.com. Vous pouvez l'acheter en ligne. On mettra le lien dans la description du podcast. Il en reste combien en fait des livres là? Tu dis qu'il faut se dépêcher. Donc moi déjà j'en ai un là avec moi. En tout cas, il reste une dizaine seulement. Il reste une dizaine seulement. Je crois qu'il va être limité à 35 exemplaires. Et il y a d'autres livres qui suivront, mais celui-ci, c'est mon tout premier, c'est mon bébé chéri. Donc, si vous voulez bien, voilà, pour ceux qui aiment garder, pour ceux qui, voilà, qui donnent la valeur au livre photo, je crois que c'est un livre qu'il faut forcément avoir. Je ne vais pas dire le contraire. Je
crois que ça doit faire quasiment 1 heure qu'on discute. Je vais te laisser conclure. Donc si tu as un petit mot à dire ou si tu veux faire passer un message ou si tu veux encourager tes collègues photographes au Congo à pratiquer, tout ce qui te passe par la tête, il n'y a aucun souci. Déjà, je dois dire que beaucoup de mes frères ici au Congo, je crois que c'est la même chose un peu partout. Souvent, ils te disent qu'ils n'ont pas d'appareil photo pour exercer le métier de photographe. Ou encore, voilà, toi tu as un bon appareil, l'autre, voilà. C'est vraiment, ils sont dans la technique. Je comprends parce qu'au début, moi je me disais que si c'est pas Fujifilm, c'est que voilà, donc j'ai pas un bon appareil, tu vois. Si c'est pas ceci, donc voilà. On était dans des marques, des Nikon, des Canon, des blablabla, tu vois. Mais moi, je me dis qu'on doit plutôt revenir à l'essentiel. C'est-à-dire, on doit prendre notre histoire en main en tant qu'Africains. Je crois que on peut dire la même chose aussi pour les Européens. Je crois qu'on doit raconter nos histoires nous-mêmes. Et pour raconter ton histoire, tu n'as pas besoin de l'appareil le plus cher. Déjà, moi, les photos que j'adore, beaucoup d'entre elles, la mise au point n'est même pas top, tu vois. Mais c'est ce qui tourne autour de l'image, ce que la personne veut montrer. Je crois que c'est ce qui fait les images fortes. Donc moi, parce que j'entends ça tout le temps, moi il me faut un appareil top, moi il me faut ceci, il me faut cela. Je crois qu'on doit plutôt avoir cette envie de raconter des histoires. Raconter des histoires, montrer ce qui est autour de soi. Ne pas trop se lamenter sur le matériel. Parce que si on fait ça, on va se retrouver dans la même situation où on n'est pas nombreux à le faire. Donc, pour les Africains en particulier, jetez-vous dans l'eau avec le téléphone, avec voilà, un truc simple. Crois-moi, quand l'image elle est bonne, quand l'histoire elle est bonne, nous on s'en fout de la qualité, tu vois. Que l'image soit nette, on s'en fout de ça. Il y a des émotions qui parlent plus que la netteté. Il y a la composition qui parle plus que la netteté de l'image. Et donc, voilà, si tu as des histoires à raconter, voilà, tu as des images à nous montrer, ce qui se passe autour de toi, fais-le. Voilà, fais-le. T'inquiète pas, le matériel, c'est pas ça. Bon, mais bien sûr qu'après, bon, tu vas travailler, tu vas évoluer, tu vas te dire, mais bon, maintenant je peux acheter un appareil cher. Pourquoi pas? Mais pour commencer, je crois que c'est un métier qu'on doit embrasser. C'est vrai que ça demande de la patience, mais il y a aussi un devoir, je trouve. On a un devoir de prendre commande, de prendre la commande. On doit raconter nos histoires nous-mêmes. Moi, je trouve que c'est capital. Merci Robert. C'est un plaisir, merci beaucoup et puis merci à tous qui nous écoutent. Alors si vous avez aimé le podcast, comme d'hab, une note, 5 étoiles, ça serait vraiment top. Un petit commentaire et je vous mets le lien vers le livre de Robert dans la description. Je vais voir ça tout à l'heure avec lui, mais on va peut-être aussi le mettre sur la plateforme. Je vais voir si je peux vous montrer la fameuse image Johnny Walker. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouve. En France, on est nouveau confiné, donc ça va être plus difficile d'aller rencontrer les photographes, mais on va essayer de faire au mieux.